Le trajet de Minneapolis à Chicago n'avait jamais paru aussi long. James Hunt gardait le pied appuyé fermement sur l'accélérateur, les jointures blanches sur le volant, repassant en boucle l'appel affolé de Caroline Sherwood dans son esprit. 7 heures. C'était le temps qu'il lui faudrait pour rentrer chez lui. Et chaque minute lui faisait l'effet d'un couteau qui se tordait dans ses entrailles. « James, je ne sais pas quoi faire. Ta fille Sarah est assise dans ton allée. Il y a du sang sur son visage, sur ses vêtements. Elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. J'ai essayé d'appeler Mélissa, mais elle ne répond pas. Est-ce que je devrais appeler la police ?» Il avait dit à Caroline de rester avec Sarah, qu'il appellerait Mélissa lui-même. Mais Mélissa n'avait pas répondu, ni au premier appel, ni au 5e, ni au 20e. C'est alors qu'il avait appelé Norma Richard, sa belle-mère, la voix tremblante de panique. « Oh, James !» Sa voix avait été froide, distante. « Elle n'est plus notre problème. » Ces mots, ces foutus mots, ils résonnèrent dans sa tête tandis qu'il roulait dans l'obscurité, passant des étendues infinies d'autoroute. Pas notre problème, une fillette de 8 ans, en sang et seule au milieu de la nuit, et sa propre grand-mère l'appelait « pas notre problème ». Il avait ensuite appelé son jeune frère, Christopher. Chris était arrivé à la maison en 30 minutes, et quand James avait enfin pu lui parler au téléphone, la voix de son frère était tendue, maîtrisée d'une manière qui lui avait glacé le sang. « Je l'ai, Jamie. Elle est en sécurité maintenant. Elle est avec moi ?» Une pause. « Mais quand tu rentres, on doit parler. N'appelle plus Mélissa, n'appelle personne. Conduis prudemment et arrive. » C'était il y a 2 jours. James était au milieu de la conclusion d'un gros contrat de conseil quand Caroline avait appelé. Il avait quitté la salle de réunion en pleine présentation, jeté ses affaires dans sa voiture et avait commencé à rouler. Il ne s'était arrêté que pour faire le plein et prendre du café, son esprit bouillonnant de scénarios catastrophes, chacun plus horrifiant que le précédent. La silhouette de Chicago apparut à l'horizon alors que l'aube se levait au 3e jour. James avait construit une belle vie ici. À 36 ans, il était associé principal chez Davenport & Associates, l'un des principaux cabinets de conseil en affaires de la ville. Il avait rencontré Mélissa Richard 8 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Elle était belle, charmante, issue d'une famille en vue. Ils s'étaient se marier rapidement et Sarah était née 1 an plus tard. La vie parfaite, la famille parfaite, ou du moins l'avait-il cru. Il s'engagea dans le complexe d'appartements de Chris à Lincoln Park juste après 6 heures du matin. Son frère l'attendait dehors, un café dans chaque main. Christopher Hunt avait 2 ans de moins que James. Il était avocat pénaliste avec un esprit vif et des instincts encore plus aiguisés. Ils avaient grandi dans un quartier difficile du sud de la ville, élevés par une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour les nourrir. Ils avaient appris tôt à veiller l'un sur l'autre, à ne faire confiance à personne d'autre. « Elle dort encore ?» dit Chris doucement, en tendant un café à James. Son frère avait l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux. « Elle fait des cauchemars. » « Où est Mélissa ?» La voix de James était rauque après des heures de silence. « À la maison ?» En train de jouer l'épouse inquiète. D'après ce que je vois, la mâchoire de Chris se serra. « Jamie, on doit parler avant que tu vois Sarah. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que j'ai découvertes. » Ils s'assirent dans la voiture de Chris et Christopher sortit son téléphone. Quand je l'ai récupérée cette nuit-là, elle ne voulait pas parler. Elle pleurait juste. Je l'ai emmenée aux urgences. Elle avait besoin de points de suture au front et au bras. Les médecins ont demandé ce qui s'était passé. Elle n'a rien dit. Elle ne faisait que te réclamer. James sentit sa poitrine se serrer. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? C'est là le problème. Les blessures correspondent à une poussée, à un choc de la tête contre quelque chose de dur. Le médecin des urgences a noté des bleus sur ses épaules, comme si quelqu'un l'avait attrapé. Chris afficha des photos sur son téléphone. J'ai pris des photos de tout. Je suis aussi retourné à ta maison cette nuit-là, après avoir installé Sarah. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Les photos montrèrent la petite silhouette de Sarah, recroquevillée dans un lit d'hôpital, un bandage blanc sur le front, les yeux rougis et gonflés. James dut détourner le regard. « J'ai trouvé ça dans le garage », continua Chris. En passant à une autre photo, elle montrait une grande tache de sang sur le sol en béton, des traces de traînées menant à l'allée, et une autre photo, un vase brisé, des éclats de verre, plus de sang sur le carrelage de la cuisine. La maison avait été nettoyée quand je suis arrivé, mais ils avaient raté le garage. Ils ont raté beaucoup de choses. Qui ça ? Ils... La voix de James était d'un calme mortel. Chris croisa le regard de son frère. J'ai installé des caméras autour de ta maison après avoir laissé Sarah à l'hôpital. Des petites cachées. Je voulais voir qui entrait et sortait. Il afficha une vidéo.
Celle-ci a été enregistrée à 3 heures du matin la nuit où c'est arrivé. La vidéo montrait la Mercedes argentée de Melissa entrant dans l'allée, mais Melissa n'était pas seule. Un homme sorti du côté passager, Grand, athlétique, quelqu'un que James ne reconnaissait pas. Ils entrèrent tous les deux et 40 minutes plus tard, ils ressortirent en portant des sacs poubelles. Ils les chargèrent dans le pick-up de l'homme et partirent. « Je les ai suivis », dit Chris. Ils ont jeté les sacs dans une zone industrielle près des docks. Je les ai récupérés après leur départ. Son expression était sinistre. Des serviettes ensanglantées, les vêtements déchirés de Sarah, des morceaux de ce vase. Ils détruisèrent des preuves. James sentit quelque chose se briser en lui. Qui est-ce? Il s'appelle Frédéric Drew. C'est un coach personnel au gym de Melissa. J'ai fouillé. Il a un casier. Des accusations d'agression il y a 5 ans. Abandonné quand la victime a refusé de témoigner. Une autre pour intimidation. Ce n'est pas un gentil gars, Jamie. Ça dure depuis combien de temps? D'après ce que j'ai pu voir, environ 6 mois. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, des messages textes. Melissa a été imprudente. Mais ce n'est pas le pire. La voix de Chris baissa. J'ai parlé à Norma hier. Je l'ai confrontée. Elle savait, Jamie. Elle est au courant de la liaison depuis le début. Elle l'a même encouragée. James dévisagea son frère. Quoi? Norma n'a jamais pensé que tu étais assez bien pour Melissa? Tu sais ça? Tu viens de rien. Tu t'es fait toi-même. Melissa était censée épouser de l'argent ancien. Quelqu'un de son cercle. Norma attendait que ce mariage échoue. Les mains de Chris se crispèrent. Quand je l'ai confrontée, elle a ri. Elle a dit que Melissa méritait mieux qu'un homme qui s'est fait lui-même et qui n'est jamais à la maison. Les pièces commençaient à s'assembler, mais James ne comprenait toujours pas la partie la plus importante. Que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi Sarah était-elle dehors en sang? Chris prit une profonde inspiration. Je pense que Sarah a surpris quelque chose. Peut-être qu'elle s'est réveillée, a entendu des bruits, est descendue, d'après ce que j'ai pu reconstituer, et Sarah n'a pas beaucoup parlé, mais elle a dit quelques trucs. Elle a vu Frédéric frapper Melissa. Elle a essayé de l'arrêter. Il a blessé ma fille. Ce n'était pas une question. Il l'a poussée. Elle s'est cognée la tête sur le comptoir de la cuisine. Est tombée sur le vase. A commencé à saigner abondamment. La voix de Chris tremblait de rage. Et au lieu d'appeler les secours, au lieu d'aider sa propre enfant, Melissa a fait un choix. Elle l'a choisi. Louis, elle et Frédéric ont nettoyé la scène et ils ont mis Sarah dehors. L'ont laissée là. Lui ont dit que si elle disait quelque chose, elle serait emmenée. Que tu ne la reverrais jamais? James ne pouvait plus respirer. Le monde s'était réduit à un point unique de fureur blanche et brûlante. Sarah est restée assise là pendant 5 heures avant que Caroline la remarque. 5 heures. Jamie. Elle était terrifiée, en douleur, traumatisée, et sa propre mère. Chris ne put finir. Où était Melissa maintenant? La voix de James était anormalement calme. À la maison? J'ai surveillé la maison. Frédéric est là aussi. Ils agissent comme si rien ne s'était passé. Ils attendent que tu reviennes pour que Melissa joue l'épouse inquiète. Chris sortit un dossier épais. J'ai tout documenté, chaque preuve, chaque pièce. Je sais que tu es en colère. Je suis en colère aussi. Mais on doit être intelligent là-dessus. James ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait des photos, des vidéos, des relevés téléphoniques, des relevés financiers montrant des charges d'hôtel et des retraits d'espèces, des messages textes entre Melissa et Frédéric. Des messages entre Melissa et Norma discutant de la liaison des James. De leur plan, tout était là, un tableau complet de trahison. Mais il y avait autre chose. Des relevés bancaires montrant de gros transferts du compte de Melissa vers celui de Frédéric, des titres de propriété d'un appartement acheté au nom de Frédéric. Melissa ne faisait pas que tromper, elle finançait la vie de Frédéric, utilisant l'argent de James pour le faire. Il y a plus, dit Chris doucement. J'ai trouvé des documents d'assurance. Melissa a augmenté ta police d'assurance vie il y a 3 mois. 2 millions de dollars avec elle comme seule bénéficiaire. L'implication plana entre eux. Elle planifiait quelque chose? James dit, peut-être, ou peut-être qu'elle voulait juste un filet de sécurité pour quand elle te quitterait. Dans tous les cas, Chris s'arrêta. Je pense que tu dois voir Sarah maintenant. Elle te réclame. Ils montèrent à l'appartement de Chris. Sarah était réveillée, assise sur le canapé en pyjama trop grand pour elle, tenant un ours en peluche que Chris avait dû lui acheter. Quand elle vit James, son visage se froissa. « Papa !» Il traversa la pièce en 3 enjambées, la prenant dans ses bras, prudent avec ses blessures. Elle était si petite. Fragile. Le bandage sur son front contrastait vivement avec sa peau pâle. « Je suis désolée. »« Papa, je suis désolée » sanglota-t-elle contre son épaule.
Chut, ma chérie, tu n'as rien à te reprocher? Rien? Il la serra fort, la sentant trembler. Je suis là maintenant, je suis là et je ne te quitterai plus jamais. Elle recula pour le regarder, ses yeux, les mêmes que les siens, brun foncé, emplis de larmes. Maman a dit que tu ne voudrais plus de moi. Elle a dit que j'étais méchante. Elle a dit, ta mère a menti. La voix de James était d'acier. Tu n'es pas méchante? Tu es la fille la plus courageuse, la plus forte que je connaisse. Et je voudrais toujours, toujours de toi. Tu comprends? Sarah hocha la tête, enfouissant à nouveau son visage contre sa poitrine. Au-dessus de sa tête, James croisa le regard de Chris. L'expression de son frère était sinistre mais déterminée. James avait bâti sa carrière sur la résolution de problèmes, sur la détection de faiblesses dans les systèmes et leur exploitation, sur la compréhension de la nature humaine et son utilisation à son avantage. Il conseillait des entreprises sur la façon de surpasser leurs concurrents, de transformer des désastres en opportunités. Maintenant, il allait utiliser chaque compétence apprise, chaque connexion établie, chaque instinct impitoyable qu'il avait réprimé au nom de la civilité pour détruire les gens qui avaient blessé sa fille. Mélissa voulait jouer, Norma pensait qu'il n'était pas assez bien. Frédéric pensait pouvoir poser les mains sur une enfant de 8 ans et s'en tirer. Ils allaient apprendre ce qui arrive quand on accule un homme qui s'est fait lui-même. Ils allaient apprendre que certains hommes, quand on leur prend tout, n'ont plus rien à perdre. Et James Hunt n'avait plus rien à perdre sauf Sarah. Il allait les faire payer, chacun d'entre eux, mais d'abord, il devait comprendre toute l'étendue de ce à quoi il avait affaire. Il devait rentrer chez lui. « Tu peux la garder un peu plus longtemps ?» demanda James à Chris, en caressant les cheveux de Sarah. « Juste pour aujourd'hui. »« Bien sûr. » Chris comprit. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je vais parler à ma femme, » dit James doucement. « Et ensuite, je vais commencer à monter un dossier, Jamie. » La voix de Chris portait un avertissement. « Peu importe ce que tu prévois, sois prudent. Ces gens sont dangereux. » James baissa les yeux sur sa fille, sur le bandage sur son front, sur la peur qui persistait encore dans ses yeux. « Moi aussi !» dit-il. La maison à Oak Park avait l'air exactement comme toujours. Immaculée, coûteuse, parfaite. James resta assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, un moment, à l'étudier. Il avait acheté cette maison avec le premier gros bonus de Davenport & Associates. Mélissa l'avait décorée, remplie de meubles chers et d'œuvres d'art. Elle n'avait jamais paru comme un foyer. Il réalisait maintenant qu'elle avait ressemblé à une vitrine. Il vérifia son téléphone. Chris lui avait envoyé un message. « Les caméras sont encore actives. Je vois tout. Sois prudent. » James s'était préparé pour ce moment pendant le trajet. Il s'était douché chez Chris, avait changé de costume frais. Il ressemblait exactement au James Hunt qui avait quitté pour Minneapolis 3 jours plus tôt. Et calme, professionnel, maître de lui, mais à l'intérieur, il était différent maintenant. À l'intérieur, il calculait chaque mouvement, planifiait chaque mot. Il marcha jusqu'à la porte d'entrée et utilisa sa clé. La maison était silencieuse. Il entendait des voix d'en haut, la voix de Mélissa et le rire d'un homme. Il n'avait même pas la décence de le cacher. James posa sa mallette et monta les escaliers. La porte de la chambre était ouverte. Mélissa était là, portant une des chemises de James, les cheveux ébouriffés. Frédéric Drew était allongé sur le lit de James, torse nu, complètement à l'aise. Ils se figèrent tous les deux quand ils le virent. James, la main de Mélissa vola à sa gorge. « Tu rentres tôt ?» Il la regarda vraiment. Elle était belle, blonde, aux yeux bleus, le genre de femme qui tourne les têtes. Mais maintenant, tout ce qu'ils voyaient était la personne qui avait laissé leur fille saigner dans l'allée, la personne qui avait choisi cet homme plutôt que leur propre enfant. « Où est Sarah ?» demanda-t-il, d'une voix conversationnelle. Les yeux de Mélissa dardèrent vers Frédéric, puis revinrent vers James. « Elle est chez ma mère ?»« Non, elle n'y est pas !» James s'appuya contre le cadre de la porte, complètement détendu. « Je viens de parler à Norma. Elle a dit que Sarah n'était pas son problème. » Un choix de mots intéressant. « Tu ne trouves pas ?» Frédéric s'assit, son expression se durcissant. « Écoute, mais si, peut-être que tu devrais. »« Je ne te parlais pas, » dit James, ses yeux ne quittant jamais Mélissa. « En fait, je ne sais même pas qui tu es. Je devrais... » Le mensonge était calculé. Il observa le visage de Mélissa, la vit essayer de deviner ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. « C'est Frédéric ?» dit-elle enfin. « C'est un ami ?» Un ami, James hocha lentement la tête. « Et est-ce que ton ami a l'habitude de dormir dans le lit d'autres hommes ?»« James, s'il te plaît, laisse-moi expliquer.
Je n'ai pas besoin que tu expliques J'ai besoin que tu me dises ce qui est arrivé à notre fille il y a 3 nuits. La couleur se vida du visage de Melissa. Que veux-tu dire? Sarah, notre fille de 8 ans? Quelqu'un l'a blessée? Quelqu'un l'a laissée assise dehors au milieu de la nuit? En sang? Je veux savoir ce qui s'est passé. Frédéric se leva, attrapant sa chemise. Je pense que je devrais y aller. Assieds-toi! La voix de James claqua comme un fouet. Frédéric tressaillit vraiment. Tu ne vas nulle part tant que je n'ai pas de réponse. Tu ne peux pas me dire quoi faire dans ma propre... Frédéric commença. Ta propre quoi? James sourit et ce n'était pas un sourire gentil. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison. C'est mon lit dans lequel tu baisais ma femme. Et toi? Il pointa Frédéric. Tu as posé les mains sur ma fille? La pièce devint silencieuse. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il s'est passé, dit Melissa, sa voix tremblante. Mais tu te trompes? Sarah est juste tombée. Ne fais pas ça. La voix de James était calme, mais quelque chose dedans fit arrêter Melissa. Ne m'insulte pas mon intelligence. Je sais ce qui s'est passé. Je sais tout. Il pouvait voir la panique dans ses yeux, la façon dont elle regardait Frédéric pour du soutien. Je pense qu'on doit appeler un avocat, dit Frédéric. Oh, on appellera définitivement des avocats, approuva James, parmi d'autres personnes. Mais d'abord, je veux l'entendre de toi, Melissa. Je veux t'entendre dire ce que tu as fait à notre fille. La façade de Melissa s'effondra, les larmes commencèrent à couler, et James réalisa avec dégoût qu'elles n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'apitoiement sur soi-même. C'était un accident. Elle sanglota. Sarah est descendue. Elle nous a vus. Elle a commencé à hurler. Frédéric a essayé de la calmer, mais elle n'écoutait pas. Elle l'a attaquée et il l'a juste poussée. Elle est tombée. C'était un accident. Et ensuite, la voix de James était de glace. Elle saignait. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Donc tu l'as mise dehors. James l'énonça platement. Tu as nettoyé le sang, emballé les preuves, et tu as laissé ta fille de 8 ans assise dans l'allée pendant 5 heures. J'allais t'appeler, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas appelé les secours? Tu n'as même pas appelé ta mère pour de l'aide? Non. Attends, tu as appelé Norma, et elle t'a dit de gérer ça toi-même. N'est-ce pas? Elle t'a dit de te débarrasser des preuves. Le silence de Melissa était une confirmation. Je veux que vous sortiez tous les deux de cette maison, dit James. Maintenant, c'est aussi ma maison. Les larmes de Melissa se muèrent en colère. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Regarde-moi faire. James sortit son téléphone. Je peux avoir la police ici en 5 minutes. J'ai des preuves d'abandon d'enfants, de preuves d'agression sur mineurs. J'ai des photos, des vidéos, des témoins. Donc, vous pouvez partir discrètement ou vous pouvez partir menotté. À vous de choisir. Frédéric attrapa ses vêtements, se dirigeant vers la porte. Melissa lui attrapa le bras. « Attends, tu ne peux pas juste me laisser... Je ne vais pas en prison pour ton gosse !» dit Frédéric, la secouant. Le masque tomba complètement. Le beau visage de Melissa se tordit de rage. « Tu ne comprends pas? Tu n'as jamais compris? J'ai tout abandonné pour toi. Ma carrière, ma vie. J'étais censé épouser quelqu'un d'important, quelqu'un de mon monde. Mais mon père t'aimait bien, pensait que tu avais du potentiel. Sais-tu ce que ça a été de te voir réussir pendant que je suis coincé à jouer la femme au foyer? De te voir voyager partout pendant que je suis piégé ici? Donc tu as eu une liaison? » La voix de James était plate. « D'accord, j'aurais pu vivre avec ça. On aurait pu divorcer, partager la garde. Mais tu as blessé Sarah? Tu l'as laissé saigner et terrifié parce que tu étais plus inquiète de le protéger, lui. » Il désigna Frédéric. « Que de protéger ton propre enfant? Elle ruinait tout. » Hurla Melissa. Elle ruinait toujours tout. Toujours à avoir besoin d'attention, toujours à interrompre, toujours... James leva la main, il en avait assez entendu. Sortez. Tous les deux, maintenant. Et mes affaires? Melissa commença. Tu peux demander à un avocat de les récupérer? Sortez. Frédéric était déjà à mi-chemin dans les escaliers. Melissa s'attarda, regardant autour de la chambre comme si elle la voyait pour la dernière fois. Tu vas le regretter, dit-elle. Ma famille a des avocats, de bons avocats. Tu ne reverras jamais Sarah. C'est une menace, c'est une promesse. Elle attrapa un manteau et un sac. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de père laisse sa fille seule pendant des jours, pendant qu'il est en voyage d'affaires. Je m'assurerai que les tribunaux sachent que Sarah n'était pas en sécurité avec toi. Elle partit, claquant la porte derrière elle. James se retrouva seul dans la chambre, les mains tremblantes. Il sortit son téléphone et appela Chris. « Tu as tout eu ?» demanda-t-il. « Chaque mot » confirma Chris. Les caméras ont tout capté. Son aveu, les menaces. Tout? Bien.
James s'assit sur le bord du lit, soudain épuisé. « Chris, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi ? N'importe quoi. J'ai besoin que tu découvres tout sur Frédéric Drew. Tout ? Je veux savoir où il travaille, où il vit, qui sont ses amis, ce qu'il a fait ces 6 derniers mois. Je veux connaître ses faiblesses. » Déjà sur le coup, Chris dit « J'ai un détective privé de confiance. Il est bon, discrète. Et Melissa, j'ai besoin de savoir sur elle aussi. Compte bancaire, carte de crédit, partout où elle est allée. Je veux un tableau complet. Jamie, qu'est-ce que tu prévois ?» James regarda autour de la chambre, la vie qu'il avait construite et qui s'avérait être un mensonge. « Je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent, » dit-il. « Mais je dois le faire bien. Je dois le faire d'une façon qui protège Sarah, qui s'assure qu'il ne puisse plus jamais lui faire de mal. On sera intelligent là-dessus, » promit Chris. Après avoir raccroché, James parcourut la maison, la voyant avec des yeux neufs. Il s'arrêta dans la chambre de Sarah. Elle était rose et blanche, remplie de jouets et de livres. Son lit était bien fait. Il y avait une photo sur sa table de nuit. Sarah et James Ozo, tous les deux souriant à la caméra. Melissa n'était pas sur la photo. Elle l'était rarement. Il prit le cadre, étudiant le visage heureux de Sarah. Cette petite fille méritait mieux. Elle méritait un père qui la protège, qui se bat pour elle, qui s'assure que les gens qui l'ont blessée en paient les conséquences. James avait passé toute sa carrière à être mesuré, diplomatique, à respecter les règles. Il s'était hissé de rien en étant plus intelligent que les autres. En surpassant ses adversaires, maintenant, il allait utiliser ses compétences pour quelque chose qui comptait. Il allait détruire Melissa, Frédéric et Norma, pas rapidement, pas simplement. Il allait démanteler leur vie pièce par pièce, comme ils avaient essayé de démanteler le sentiment de sécurité de sa fille. Et il allait s'assurer qu'ils sachent exactement qui leur faisait ça. James Hunt avait appris il y a longtemps que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il avait aussi appris que la meilleure vengeance est celle où tes ennemis se détruisent eux-mêmes. Il avait juste besoin de mettre les dominos en mouvement et il avait tout le temps du monde. Une semaine plus tard, James était assis dans le bureau de son avocat. Il avait engagé Kenneth Whitney, l'un des meilleurs avocats en droit familial de Chicago, connu pour être agressif et implacable. Whitney avait la 50aine. Les cheveux gris avec des yeux vifs qui ne rataient rien. « J'ai examiné tout ce que ton frère a fourni », dit Whitney, en tapotant le dossier épais sur son bureau. « Les preuves sont solides. On peut demander une garde d'urgence basée sur l'abandon d'enfants. On l'obtiendra. Et les charges criminelles ?» demanda James. « C'est plus compliqué. Le procureur aurait besoin que Sarah témoigne. Et vu son âge et son traumatisme, il pourrait être réticent. Mais avec les preuves physiques, les dossiers hospitaliers, les vidéos de Melissa et Drew en train de détruire des preuves. On peut pousser pour ça ? Fais-le, dit James. Je veux des charges contre eux deux. Whitney hocha la tête. Compris ? Maintenant, il y a autre chose. L'avocat de ta femme m'a appelé ce matin. Melissa prétend que tu étais un père absent, que tes voyages de travail laissaient la Sarah vulnérable, que la blessure est arrivée pendant que tu étais parti, et donc que tu partages la culpabilité. C'est insensé. C'est aussi prévisible. Ils vont essayer de brouiller les pistes, faire que ça porte aussi sur ton rôle de parent. Whitney s'adossa, mais on a la documentation de chaque message texte que tu as envoyé à la maison, chaque appel. On a des témoignages d'enseignants, de voisins, du pédiatre de Sarah. Tout le monde dit que tu es un père engagé et aimant. Melissa n'a aucune base solide. Et Norma Richard, qu'en est-il d'elle ? Elle était complice. Elle savait pour la liaison, l'a encouragée. Quand je l'ai appelée pour de l'aide, cette nuit-là, elle a refusé. Je veux qu'elle soit tenue responsable aussi. Whitney fronça les sourcils. C'est plus dur ? Elle n'a pas directement blessé Sarah, c'est juste une terrible grand-mère. Il doit y avoir quelque chose. James se pencha en avant. Chris a des preuves que Norma a aidé Melissa à cacher la liaison, qu'elle lui a envoyé de l'argent pendant des mois. Norma a détourné de l'argent. Attends ? Non ? Il s'arrêta. Il avait dit à Chris qu'il ne voulait pas d'intrigue typique. Elle a fait quelque chose. Je dois juste découvrir quoi ? Je vais enquêter là-dessus, promit Whitney, mais notre priorité est la garde et la sécurité de Sarah. Tout le reste est secondaire. James savait que Whitney avait raison, mais ce n'était pas assez. Les conséquences légales n'étaient pas assez. Il voulait que Melissa, Frédéric et Norma ressentent la même peur, la même impuissance que Sarah avait ressentie assise seule dans cette allée. Après avoir quitté le bureau de Whitney, James rencontra Chris dans un café près du tribunal. « J'ai des nouvelles », dit Chris. En glissant une enveloppe Kraft sur la table, Frédéric Drew est plus intéressant qu'on pensait. James ouvrit l'enveloppe.
À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, des photos et ce qui ressemblait à des rapports de police. Frédéric mène une longue arnaque, expliqua Chris. Il cible des femmes riches au gym où il travaille ou travaillait. Il s'est fait virer il y a 2 jours. Apparemment, le propriétaire a découvert qu'il couchait avec la moitié des clientes féminines. Laisse-moi deviner. Des femmes mariées exclusivement. Il les accroche. A des liaisons, les fait payer pour des trucs. Parfois, il les fait chanter. Une femme lui a payé 50 000 $ pour qu'il se taise sur leur liaison. Chris tapa sur une des photos. C'est sa vraie source de revenus. Le coaching personnel n'est que l'accès. James étudia les informations. Melissa lui a payé plus que tu ne crois. Ces 6 derniers mois, elle a transféré plus de 200 000 $ sur des comptes qu'il contrôle. Elle lui a acheté une voiture, un appartement. Elle a vidé vos comptes joints. Comment c'est possible? Je surveille nos finances. Elle a ouvert de nouvelles cartes de crédit à ton nom, a pris un prêt sur la valeur de la maison. Elle a été très occupée. L'expression de Chris était sinistre. Elle est endettée jusqu'au cou. Jamie. Et maintenant que Frédéric a perdu son job, son flux de revenus est tari. James vit l'angle immédiatement. Ils ont besoin d'argent. C'est pour ça qu'elle a augmenté mon assurance vie. C'est ce que je pense aussi. Chris fit une pause. Il y a plus. J'ai trouvé des messages textes entre Melissa et Frédéric d'il y a 2 semaines. Ils discutent de gérer le problème James. Ce n'est pas explicite, mais les implications sont claires. Ils planifiaient quelque chose. James se sentit froid. Peut-être, ou peut-être qu'il fantasmait juste. Dans tous les cas, ça montre l'intention. Chris sortit son téléphone, et voilà le clou du spectacle. Frédéric a un contact, quelqu'un avec qui il a travaillé avant, un type nommé Ronnie Wolf. Wolf est entré et sorti de prison pour agression et extorsion. Lui et Frédéric ont purgé une peine ensemble il y a environ 8 ans. Quel genre de contact? Le genre qu'on engage quand on veut faire disparaître quelqu'un? James absorba ça. Le tableau devenait plus clair. Melissa n'avait pas juste eu une liaison, elle planifiait de le quitter, probablement d'emmener Sarah, et de le nettoyer financièrement quand Sarah était devenue une complication. Quand elle avait assisté à la violence de Frédéric, ils avaient improvisé maladroitement. Mais et si Sarah avait lutté plus fort? Et si elle avait appelé la police? Et si James se força à arrêter? Sarah était en sécurité. C'est ce qui comptait. On doit retourner ça, dit-il. Retourner quoi? Tout. Il pensait être si intelligent, si prudent. Mais ils ont laissé des preuves partout. Ils ont été imprudents. On utilise ça? Chris s'adossa. À quoi tu penses? Melissa et Frédéric ont besoin d'argent. Ils sont désespérés. Frédéric vient de perdre son job. Melissa est coupée de nos comptes. Ils vont faire quelque chose de stupide. James sourit. On doit juste s'assurer qu'ils le font d'une façon qui les détruit. C'est jouer avec le feu. Je sais. James croisa les yeux de son frère. Mais j'en ai marre de jouer la sécurité. Ces gens ont blessé ma fille. Ils planifièrent de me blesser et ils ont presque réussi. Il désigna l'enveloppe. On a des preuves de fraude, d'abandon d'enfants, peut-être de conspiration pour meurtre, mais ce n'est pas assez. Je veux qu'ils perdent tout. Je veux Frédéric en prison. Je veux Melissa détruite. Je veux que Norma regarde sa fille tomber et sache qu'elle en est responsable. Chris resta silencieux un long moment. D'accord, dit-il enfin. J'en suis. Quel est le plan? James sortit un carnet. Il avait esquissé des idées, des angles, des possibilités. D'abord, on les laisse penser qu'ils gagnent. Whitney dépose pour la garde, mais on fait en sorte que ça ressemble à un divorce standard. On ne mentionne pas les charges criminelles, encore. On laisse Melissa penser qu'elle peut me combattre. Pourquoi? Parce que les gens désespérés font des erreurs. Melissa va contacter Frédéric pour du soutien. Ils vont faire des plans et on surveillera chaque mouvement. James tapa sur le carnet. Deuxièmement, on coupe leur argent. J'ai déjà gelé nos comptes joints. J'ai annulé les cartes de crédit. Melissa n'a accès à aucun fonds sauf ce qu'elle avait sur son compte personnel, qui d'après ton enquête est presque vide. Elle ira chez Norma, exactement. Et c'est là qu'on commence à en apprendre sur l'implication de Norma. L'argent laisse une trace. Chris hocha lentement la tête. Et Frédéric est la clé, c'est le maillon faible. Il a un casier, il vient de perdre son job. Et sa vache à lait Melissa est fauchée. Il va paniquer? James sortit un autre document. J'ai fait des recherches. Frédéric est en liberté conditionnelle pour ses accusations d'agression. Toute nouvelle arrestation, toute violation, et il va directement en prison, sans caution. Donc, on le fait arrêter, on le fait violer sa conditionnelle d'une façon irréfutable. Mais pas encore. D'abord, on surveille, on documente, on monte un dossier étanche, et ensuite,
James sourit. On leur donne assez de cordes pour se pendre. Chris étudia son frère. « Tu as changé, non ?» dit James doucement. « Je me suis juste rappelé qui j'étais avant que je commence à me soucier d'être respectable. » Ils passèrent les 3 heures suivantes à planifier. Chris avait des ressources, des enquêteurs, des contacts en application de la loi, des gens qui lui devaient des faveurs. James avait de l'argent et l'accès à des informations via son réseau professionnel. Ensemble, ils commencèrent à tisser une toile. Le plan était élégant dans sa simplicité. Ils surveilleraient Melissa et Frédéric, documenteraient chaque mouvement, chaque conversation. Ils suivraient l'implication de Norma et ils attendraient l'inévitable moment où le besoin d'argent de Frédéric, le désespoir de Melissa et l'arrogance de Norma les mèneraient à faire quelque chose d'irréversible. James ne planifiait pas juste de gagner la garde de Sarah. Il planifiait d'assurer que Melissa perde tout, sa réputation, son argent, sa liberté. Il planifiait d'envoyer Frédéric en prison pour très longtemps. Et il planifiait d'exposer Norma d'une façon qui détruirait sa position dans les cercles sociaux de Chicago. C'était impitoyable, c'était calculé et c'était exactement ce qu'il méritait. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda Chris. « On a déjà commencé, » dit James. Melissa ne le sait pas encore, mais elle a déjà perdu 2 semaines dans la surveillance. Le tableau devint encore plus accablant. L'enquêteur de Chris, un ancien agent du FBI nommé Leo Connor, valait chaque centime. Il avait placé des dispositifs d'écoute dans l'appartement de Frédéric, suivi les mouvements de Melissa et surveillé toutes leurs communications. James et Chris étaient assis dans l'appartement de Chris, écoutant des enregistrements, regardant des vidéos. Sarah était à l'école. James l'avait inscrite dans une nouvelle école privée plus proche de chez Chris, un endroit que Melissa ne connaissait pas. Elle commençait à sourire à nouveau, à dormir toute la nuit. « Écoutez ça », dit Léo, en jouant un enregistrement de 2 jours plus tôt. C'était Melissa et Frédéric dans son appartement. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça », dit la voix de Frédéric. « J'ai le loyer dû, des factures. Ton mari t'a coupé. Il n'est plus mon mari. Ou il ne le sera bientôt plus. » Melissa sonnait amère. « Mon avocat dit qu'il vise la garde complète. Il prétend que je suis une mère inapte. N'est-ce pas ?» Frédéric rit. « Mais ce n'était pas gentil. Va te faire foutre. C'est ta faute. Si tu n'avais pas perdu ton sang-froid avec Sarah, elle m'a attaqué. Elle a 8 ans. » Il y eut une pause, puis le bruit de quelque chose qui se brise. « Ne me hausse jamais le ton, » dit Frédéric, sa voix froide. « Tu ne me fais pas peur ? Je devrais me rappeler ce qui est arrivé à Sarah quand elle s'est mise en travers de mon chemin. » Une autre pause, puis Melissa doucement. « Tu me menaces ? Je te rappelle que tu es aussi impliqué que moi. Tu as nettoyé la scène ? Tu as déplacé les preuves ? Tu es complice ?» La voix de Frédéric devint douce, presque gentille. « Mais je ne veux pas me battre. Bébé, je veux qu'on soit ensemble. On a juste besoin d'argent. Ma mère m'a coupé aussi. Elle dit que je l'ai embarrassée, que j'aurais dû être plus prudente. Alors, on a besoin d'une autre source de revenus. Des papiers bruissants. Et l'assurance vie de James. Quoi l'assurance vie ? Tu l'as augmentée, non ? 2 millions. Donc si quelque chose arrivait à James, tu aurais assez d'argent pour nous deux. On pourrait disparaître, recommencer ailleurs. » Le rire de Melissa était tremblant. « Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas ? Il va te prendre tout de toute façon. Ta fille, ta maison, ton argent. Tu ne veux pas de vengeance ? Frédéric. C'est fou. On ne peut pas. Je veux dire, comment on ferait même... Je connais des gens qui peuvent faire ressembler ça à un accident. » L'enregistrement continua, mais James en avait assez entendu. Il regarda Chris et Léo. « C'est une conspiration pour meurtre, » dit Chris. « On les tient ? » « Pas encore, » dit James. « C'est de la discussion, de la spéculation. Un bon avocat pourrait arguer que c'est juste du défoulement, juste de la colère. On a besoin de plus qu'un enregistrement d'eux discutant de te tuer. » Léo haussa un sourcil. « J'ai besoin qu'ils agissent dessus. J'ai besoin qu'ils contactent cette personne que Frédéric connaît. J'ai besoin de preuves d'un plan réel, d'argent échangé, d'étapes concrètes. » James se leva, faisant les 100 pas. « Si on bouge maintenant, il pourrait obtenir un accord de plaider coupable. Melissa pourrait avoir du sursis. Frédéric pourrait avoir quelques années. Ce n'est pas la justice. Jamie, il parle de te tuer, » dit Chris. « Peut-être qu'on devrait impliquer la police maintenant. Obtenir une protection. Je ne me cache pas d'eux. » La voix de James était d'acier. « Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Une chance de s'en prendre à moi. Et quand ils le feront, quand ils se seront engagés, sans issue, c'est là qu'on déclenche le piège. » Léo regarda Chris. «
Ton frère est soit très courageux, soit très stupide. Les deux, dit Chris. Ça court dans la famille. La semaine suivante, ils laissèrent Melissa et Frédéric croire que leur plan marchait. James fit mine d'être distrait. Vulnérable, il allait au travail, rentrait tard, suivait des schémas prévisibles, il facilita les choses et il portait un micro chaque seconde de chaque jour. La percée vint un jeudi, Léo appela James au travail, sa voix urgente. Frédéric vient de contacter, dit Léo. Il a appelé Ronnie Wolf. Ils se rencontrent ce soir dans un bar à Cicero. J'ai des yeux sur l'endroit. J'arrive, dit James. Mauvaise idée. Si Wolf te voit, il ne... Je resterai dans la voiture avec toi. J'ai juste besoin d'entendre ça. Ce soir-là, James était assis dans une camionnette banalisée à un demi-pâté de maison d'un bar miteux appelé Lise. Léo avait des micros pointés sur la terrasse extérieure où Frédéric et Ronnie Wolf étaient assis. Wolf était exactement ce à quoi James s'attendait. Musclé, tatoué, aux yeux morts, le genre d'homme qui blesse les gens pour de l'argent et dort bien la nuit. Job simple, disait Frédéric. Le type a une routine. Tous les mercredis, il travaille tard, rentre chez lui par Lincoln Park, rue calme. Pas beaucoup de caméras. Et le paiement, la voix de Wolf était rocailleuse, 25 000 d'avance. 25 autres quand c'est fait, 50 000 pour buter un gars d'affaires. Wolf sonnait sceptique. C'est quoi l'arnaque? Pas d'arnaque, juste faire ressembler à un vol. Violence aléatoire. Tu connais la chanson? Et qui paye? Ça compte? Ça compte si les flics viennent fouiner. Wolf s'adossa. J'aime pas le travail bâclé. Drew, tu sens le bâclé? L'argent est bon, propre, introuvable. Wolf resta silencieux un moment. Je veux 30 d'avance. J'ai pas 30. Alors pas de deal. Wolf se leva. Attends. Frédéric lui attrapa le bras. Je peux l'avoir. Donne-moi juste quelques jours. Tu as jusqu'à lundi. Apporte du cash à cet endroit. Wolf glissa un papier sur la table. Et Drew, si ça tourne mal, si les flics se pointent, je donne ton nom en premier. Claire. Crystal. Wolf partit. Frédéric resta assis seul un moment, puis sortit son téléphone. Dans la camionnette, James écouta alors que Frédéric appelait Melissa. « On a besoin de 30 000 pour lundi, » dit Frédéric sans préambule. « J'ai pas 30 000. Alors trouve-les. Vends quelque chose. Je m'en fous. Ça doit se faire. Melissa. Si on ne fait pas ça maintenant, James va tout te prendre. Ma mère. Demande à ta mère. Dis-lui que c'est une urgence. Dis-lui ce que tu dois lui dire. » Melissa raccrocha. James regarda Léo. « C'est assez pour une arrestation? » « Non. » Léo demanda. « C'est assez pour Frédéric, » confirma James. « Mais je veux Melissa et Norma aussi. Je veux tous les trois. On continue à surveiller, » dit Chris du fond de la camionnette. Il avait été silencieux, écoutant. « On voit si Melissa va chez Norma. On voit si Norma fournit l'argent. Et si elle le fait, alors Norma est complice de conspiration pour meurtre, » dit Chris. Elle tombe avec eux. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, l'équipe de Léo surprit Melissa visitant l'appartement penthouse de Norma dans le Gold Coast. Le penthouse était la maison de Norma depuis la mort de son mari 5 ans plus tôt, un monument à l'argent ancien et au statut social. Léo avait réussi à placer un dispositif d'écoute dans le lobby du bâtiment, assez proche pour capter la conversation dans l'ascenseur. Absolument désespéré, disait Melissa. « Si je n'ai pas 30 000 pour lundi, Frédéric dit que tout s'effondre. » Frédéric dit, la voix de Norma dégoulinait de dédain. « Tu as laissé cet homme te contrôler, vider tes comptes, ruiner ton mariage, et maintenant tu t'attends à ce que je paie pour ses erreurs. Maman, s'il te plaît, si James obtient la garde complète, tu aurais dû y penser avant de laisser Sarah saigner dans l'allée. » Silence. Puis Melissa pleurant. « C'était un accident. Tu sais que c'était un accident? C'était de la négligence. C'était mettre cet homme avant ton propre enfant. » Norma soupira. « Mais je suppose que je suis complice de ce désastre aussi. J'ai encouragé ta liaison. Je pensais que Frédéric était juste une distraction, quelque chose pour rendre James jaloux, assez pour s'améliorer. Je n'ai jamais attendu que tu tombes amoureuse de lui. Je l'aime. L'amour ?» Norma rit amèrement. « Tu t'es ruiné pour l'amour? Eh bien, je ne te laisserai pas perdre Sarah. C'est ma petite fille et je ne la laisserai pas être élevée par un homme du sud de la ville. Donc tu vas aider une longue pause. Je te donnerai l'argent, mais c'est la dernière fois. Melissa. Peu importe ce que Frédéric prévoit avec cet argent. Il a intérêt à ce que ça marche parce que j'en ai fini de te renflouer. Merci, ma main. Merci. » James éteignit l'enregistrement. Il l'avait tout. Conspiration pour meurtre avec tous les trois impliqués.
Norma fournissait sciemment les fonds pour un contrat, Melissa le coordonnait, Frédéric l'organisait. Le piège était tendu. On appelle la police maintenant, dit Chris. Pas encore. James sortit son téléphone. D'abord, je vais m'assurer qu'ils ne puissent pas prétendre qu'ils ne savaient pas à quoi servait l'argent. Je vais les faire être explicites. Il composa un message texte à Melissa d'un numéro inconnu. Je sais ce que vous prévoyez. Arrêtez maintenant ou vous le regretterez. La réponse vint en minutes. Qui est-ce? James Tapa. Quelqu'un qui sait pour Frédéric et Ronnie Wolf. Quelqu'un qui sait pour mercredi soir. Reculez, Melissa. Pourquoi vous ne pouvez pas encore? Son téléphone sonna immédiatement. Melissa appelant le numéro inconnu, James ne répondit pas. Il voulait qu'elle panique. Effrayée, commettant des erreurs, elle appela 4 fois de plus, puis elle appela Frédéric. Les dispositifs de Léo captèrent la conversation. « Quelqu'un sait ?» dit Melissa, sa voix tremblante. « Quelqu'un m'a envoyé un message. Ils savent pour Wolf. Ils savent pour mercredi. »« Calme-toi, » dit Frédéric. « C'est probablement juste quelqu'un qui pêche. Ignore-le. Et si c'est James? Et s'il sait? Comment il saurait? On a été prudent. Frédéric. J'ai peur. Peut-être qu'on devrait annuler ça. Annuler ça? La voix de Frédéric durcit. Ta mère vient de nous donner 30 000 $ pour faire tuer ton mari. Et tu veux annuler? Sais-tu ce qui arrive si on ne va pas jusqu'au bout? Si James t'emmène au tribunal, tu perdras Sarah. Tu perdras tout, et je m'assurerai que tout le monde sache que tu prévoyais de le faire assassiner. Tu me fais chanter? Je m'assure que tu comprends ce qui est en jeu. On est ensemble là-dedans? Melissa. Jusqu'au bout? Elle pleurait maintenant. D'accord, on le fait. Bien, je rencontre Wolf lundi matin. D'ici mercredi soir, tout ça sera fini. James raccrocha l'enregistrement et regarda Chris et Léo. Maintenant, on appelle la police. Lundi matin vint froid et clair. James était assis dans une salle de conférence au département de police de Chicago avec Chris, Léo, Kenneth Whitney et le détective Austin Vueva de l'unité du crime organisé. On surveille Frédéric Drew depuis 2 semaines. Dit Vueva, en examinant les dossiers, grâce à vos preuves, on a assez pour des charges de conspiration contre les 3 suspects. Quel est le plan? Demanda James. On arrête Drew quand il rencontre Ronnie Wolf. On a Wolf dans le viseur. Il est recherché pour interrogatoire dans une autre affaire de toute façon. On le descend en même temps. Vueva leva les yeux. Ensuite on cueille Melissa Hunt et Norma Richard avec les enregistrements, les messages textes. La piste d'argent, on les a à froid. Et Sarah? Demanda James. Je ne veux pas qu'elle apprenne ça par les nouvelles. On timera l'arrestation pour quand elle est à l'école, dit Whitney, et j'ai déjà déposé pour la garde d'urgence. Une fois Melissa arrêtée, tu auras la garde légale complète. Quelles sont les charges? Demanda Chris. Conspiration pour meurtre pour tous les 3. Ajout de fraude financière. Abandon d'enfants et manipulation de preuves pour Melissa. Drew regarde aussi agression sur mineur. Violation de conditionnel. Vueva sourit. Ils vont partir pour longtemps? James sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. La justice, la vraie justice. Il y a une chose de plus, dit Vueva. On a besoin que tu restes en sécurité jusqu'à ce que ce soit fait. Drew et Wolf pourraient avancer leur calendrier s'ils sont effrayés ou... Je peux me protéger? Je n'en doute pas. Mais fais-nous plaisir. Reste chez ton frère jusqu'à mercredi. Après les arrestations, tu es libre? James accepta. 2 jours de plus. Il pouvait attendre 2 jours de plus. Cet après-midi-là, il alla chercher Sarah à l'école. Elle restait chez Chris, mais James l'emmena prendre une glace. Juste eux deux. Est-ce que toi et maman divorcez? Demanda-t-elle. De la glace au chocolat sur le menton. James l'essuya doucement. Oui, ma chérie, on divorce? C'est à cause de moi? À cause de ce qui s'est passé? Non. Il prit sa petite main dans la sienne. C'est parce que maman a fait de mauvais choix, des choix qui n'ont rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal. Est-ce que je la verrai encore? James hésita. Comment dire à une enfant de 8 ans que sa mère allait en prison? Ça va dépendre du tribunal, mais tu vivras avec moi? C'est ok? Sarah hocha la tête, les yeux embués. Je veux rester avec toi. Papa, je ne veux pas retourner dans cette maison. Tu n'auras jamais à y retourner. Je te promets. Ils finirent leur glace en silence, puis Sarah demanda « Et oncle Chris? On peut encore le voir ?»« Bien sûr, oncle Chris ne va nulle part. » Elle sourit. « Bien. Il fait des crêpes drôles. » James rit malgré tout. « C'est vrai? Hein ?» Lundi soir,
Frédéric Drew rencontra Ronnie Wolf dans un parking à Pilsen. Ils furent tous les deux arrêtés sur place. La police trouva 30 000 $ en cash dans la voiture de Frédéric avec des photos de James, son emploi du temps au travail et une carte de son quartier. Melissa fut arrêtée au penthouse de sa mère mardi matin. Norma fut arrêtée en même temps. Les deux femmes se virent refuser la caution. Risque de fuite. Vueva avait argué avec succès. James regarda les nouvelles ce soir-là avec Chris et Sarah. L'histoire était partout. Socialite et mère complotent pour assassiner le mari. Des photos de Melissa menottée, l'air choqué et échevelé. Frédéric emmené au poste, le visage dur et défiant. Norma Richard, digne même en détention, refusant de commenter. « C'est maman ?» demanda Sarah doucement. « Oui » dit James. « Elle va en prison ?» Probablement. Sarah resta silencieuse longtemps. Puis « Bien ?» James la serra contre lui. Elle était si jeune, trop jeune, pour avoir appris que les gens qu'on aime peuvent nous blesser, mais elle était aussi résiliente, plus forte qu'il ne l'avait cru. « C'est fini maintenant », lui dit-il. « Tout ça, tu es en sécurité ?» Elle s'endormit sur ses genoux ce soir-là, s'accrochant à lui comme s'il pourrait disparaître. Le procès dura 6 mois. James assista à chaque jour, regardant le procureur démanteler les défenses de Melissa, Frédéric et Norma pièce par pièce. Les preuves étaient accablantes. Enregistrements, messages textes, relevés financiers, témoignages de témoins. Chris avait été méticuleux et ça se voyait. L'avocat de Frédéric essaya d'arguer l'incitation, mais le juge rejeta ça. Aucune application de la loi n'avait encouragé la conspiration. Frédéric avait initié le contact avec Ronnie Wolf entièrement de son propre chef. L'avocat de Melissa essaya de la peindre comme une victime de la manipulation de Frédéric. Mais les enregistrements montraient qu'elle participait activement, coordonnait, encourageait même le plan. L'avocat de Norma argua qu'elle ne savait pas à quoi servait l'argent, mais l'enregistrement de l'ascenseur détruisit cette défense. Elle savait exactement ce qu'elle finançait. Ronnie Wolf témoigna pour l'État, témoignant contre les trois en échange d'une sentence réduite. Il décrivit en détail comment Frédéric l'avait approché, ce que Frédéric voulait, combien il avait été offert. Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs, Frédéric Drew fut condamné à 25 ans à perpétuité. Avec ses condamnations précédentes et l'agression sur Sarah, le juge ne montra aucune clémence. Melissa fut condamnée à 15 ans. Elle avait coopéré plus que Frédéric, montré du remords. Bien que James sache que c'était calculé, elle avait aussi évité les pires charges en acceptant un plaidé coupable. Norma Richard, en tant que financière, reçut 10 ans. Elle avait 72 ans. Elle mourrait probablement en prison. James ne ressentit rien en les voyant emmenés. Pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une certitude froide qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Ensuite, Kenneth Whitney prit James à part. « C'est fini », dit Whitney. « Tu as la garde permanente complète. Les droits parentaux de Melissa ont été terminés. Quand elle sortira, si elle sort, elle n'aura aucune revendication légale sur Sarah. »« Merci », dit James. « Remercie-moi en étant le père que cette petite fille mérite. » James pensa à Sarah attendant à l'appartement de Chris, probablement en train de faire ses devoirs ou de lire. Elle avait commencé une thérapie, commencé à guérir. Elle avait arrêté les cauchemars le mois dernier. « Je le ferai », promit-il. 1 an plus tard, James se tenait dans le jardin de sa nouvelle maison à Evanston, regardant Sarah jouer avec le chien du voisin. Elle riait, ses cheveux volant derrière elle. Plus d'ombre dans ses yeux. Chris s'occupait du grill, brûlant des burgers avec son manque habituel de talent culinaire. « Tu devrais t'en tenir au droit ?» lança James. « Et toi, ce que tu fais ?» répliqua Chris. « Faire des PowerPoint ou un truc du genre ?» Sarah accourut, essoufflée. « Papa, on peut avoir un chien ?» James fit mine de réfléchir. « Peut-être ? Quel genre ? Un grand, comme celui-là ?» Elle pointa le Golden Retriever du voisin. « On verra, » dit James. Ce qui était le code parental pour probablement « oui ». Elle sourit et repartit en courant. Chris rejoignit James, portant 2 bières. « Elle va bien ?»« Oui ?» James prit la bière. « Grâce à toi, je n'ai rien fait. »« Tu as tout fait ? Tu l'as sauvée ? Tu m'as aidé à la sauver. » James trinqua sa bière contre celle de Chris. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Ils restèrent en silence confortable, regardant Sarah jouer. « Tu penses jamais à eux ?» demanda Chris. « Melissa. Frederick. Norma. Non, » dit James honnêtement. « Ils ne méritent pas mes pensées. C'est juste... » Chris but une gorgée de bière. « Et le travail, tu penses à y retourner ?» James avait pris 1 an de congé de Davenport & Associates.
Le cabinet avait été compréhensif vu les circonstances, mais il avait réalisé pendant son absence qu'il ne voulait pas y retourner. Il ne voulait pas passer sa vie à voyager, à manquer Sarah grandir. Je lance mon propre cabinet de conseil, dit James. Travail à domicile, choix de mes clients, je veux être là pour Sarah. Je veux être le père que j'aurais dû être depuis le début. Tu as toujours été un bon père? J'étais un père absent, j'ai laissé mon travail prendre la priorité, j'ai fait confiance à Melissa pour gérer tout à la maison. J'ai raté les signes. James secoua la tête. Plus jamais. Tu ne peux pas te blâmer pour ce qui s'est passé. Je ne le fais pas. Je blâme Melissa. Je blâme Frédéric. Je blâme Norma. Mais j'ai aussi appris de ça. J'ai appris ce qui compte. Sarah revint en courant, tirant sur sa manche. Papa, les burgers d'oncle Chris sont en feu. Ils se tournèrent tous les deux pour voir de la fumée s'élever du grill. Merde. Chris courut, essayant de sauver le dîner. Sarah gloussa. On peut commander une pizza à la place. Absolument. James dit. Ce soir-là, après la pizza et la glace et un film, James borda Sarah au lit. Papa, dit-elle somnolente, je suis contente qu'on ait déménagé ici. Moi aussi, ma chérie. Et je suis contente qu'oncle Chris vienne si souvent. Même s'il brûle les burgers, elle sourit. Surtout parce qu'il brûle les burgers. James l'embrassa sur le front. Fais de beaux rêves. Sarah. Papa. Je t'aime aussi. Il éteignit la lumière et resta dans l'encadrement de la porte à la regarder s'endormir. Cette petite fille qui avait traversé tant, qui avait survécu au pire genre de trahison, qui était encore capable de rire et jouer et aimer, elle était tout son monde maintenant. Melissa avait eu raison sur une chose. James avait abandonné beaucoup pour sa carrière, il avait raté des spectacles scolaires et des réunions parents-professeurs, il avait été absent plus que présent, mais c'était fini maintenant. Il avait brûlé sa vieille vie jusqu'aux cendres et construit quelque chose de nouveau des cendres, quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Et si les gens qui avaient essayé de détruire sa fille passaient le reste de leur vie à payer pour ça? Eh bien, c'était la justice. James descendit où Chris nettoyait la cuisine. « Elle dort ?» demanda Chris. « Comme une souche. »« Bien. » Chris s'essuya les mains. « Je devrais y aller ?»« Chris ?» James arrêta son frère. « Merci pour tout. Je le pense ?» Chris sourit. C'est ce que fait la famille. On se protège mutuellement. Après le départ de Chris, James s'assit seul dans le salon, regardant les dessins que Sarah avait faits et scotchés au mur, des images de leur nouvelle maison, de sa nouvelle école, d'elle et James et Chris, une nouvelle vie capturée au crayon de couleur. Son téléphone vibra, un message de Kenneth Whitney. Melissa a fait appel. Ça n'a été rejeté. Je pensais que tu voudrais savoir. James effaça le message. Il n'avait pas besoin de mise à jour sur Melissa. Elle faisait partie d'un passé qu'il avait laissé derrière. Il éteignit son téléphone et alla se coucher, sachant que demain il se réveillerait dans une maison sans peur, sans tromperie, sans mensonge. Demain, il ferait des crêpes à Sarah, meilleures que celles de Chris. Il l'espérait. Demain, il l'emmènerait au parc et à son rendez-vous de thérapie et peut-être regarder des chiots au refuge. Demain et chaque jour après, il serait le père qu'elle méritait. Et c'était la victoire. Et je te verrai. Messing him up. He's doing left side, so we go to the right side. That's so cool. He's doing mid, so we go away. Boy, I lagged like a motherfucker. Oh, Yeah, we beat him up. yeah, get him, get him, get him. Oh, that's so good. Now he's looking at the right, so we go left. Now he's looking our side, we go right. I got a couple hits in. That's nice. He's invul, that was just the jewel that you can hit. Mess him Get up. to get more Mess him jewels. up. Head into 25. Let's go. He's looking left, we go right. Ooh. Saucy. He's looking forward, we go back. Ah, it burns. Throw a jewel at the guy. Get him.
Oh! Yo, he cheated. I think because somebody threw a jump too early. Oh, that hurts no matter what. You can't jump that. Go back. Okay, I got 5 lives. That's Oh, very it nice. burns! Yeah. Do you throw a gem? When do you throw the gem? When he opens his mouth. Oh, but if you throw it too early, he'll just do a move. Yeah. Did we dub? Let's go. I'm gonna keep this jewel as a trophy. And then will be a glitch chest. Make sure you get it. I got a glorious chest instead of a glitch chest. Yeah, that's what they say, but it's Gives we you call an it extra glitch chest. heart. Let's go. Nice. This gives me like old retro game vibes. I love it so much. It's like the playing Zelda for the first time. Swoop. Now we get to do the bonus event. Mhm. Oh. Beat up the car. Mess it up. Are these things disappearing? No. All right. Let's go. Strange. Oh, they're just blipping. Never mind. Nom, 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 Now, nom. after you get your baubles, go and jump on this bridge over there. Oh. There is a way to make it, but you have to time it correctly. Oh. Gotta use technique. It doesn't lead to anything though. It's just the game giving you a fuck you. Oh man, my cart. I only had 6 more payments on it. How can you tell what he says? Oh. It shows in my- chat. Yeah. Oh, we're back. Mhm. My eyes. That's World 1. Let's go. Now we get in the real shit with the log flumes and the. Whoa. Whoa. 32. Super sharpening polygon or super mixed parfait? I should probably wait to save up to get the plush S backpack, right? Yeah. $32. Dude. I burped for just 1 second. Smidge, I can turn all my continue coins into baubles. Mmm. That's so many baubles. I think it's like Wait, you can do 10 that? baubles for. Yes, but you should not because you need those continue points. Yeah. Because Oh, if it's you 1 for 10? Yeah. That is the worst exchange I've ever seen. In this game. I mean, you get a lot of continue coins. Kind of worth it. But if you don't have a continue coin and you lose all your lives, you gotta leave the map. It doesn't let you continue. I'm getting so many baubles. Why do I always get put into it? So. Oh, it's probably because I load faster. What happened? Oh, you're in a different zone too, Jay. I'm in your zone. I swapped to your zone.
Oh. Oh, Smidge, did you take them to the underground? Down below here? No. Good on you. Yeah, that's right. Better be scared. Or something like that. Yeah, dude. I'm back. I'm back. I Did everybody convert their bubbles into bubbles? Or bubble, I think. was like, good. I got 260. I need 250, I think, right? Yeah. Yeah. World 2 we go. World 2. Dragon, what if we click on trip mode real quick and let them see what it does? Smidge, I don't even know. Actually, you've made me see this world. I know. What? You have. What? Just real quick. We'll back out after. It's 4. Okay. It's 4. Alright. It's 4. Oh, man. Where did you guys go? I'm lost. Into World 2? In World 2. You should have gotten the I'm Baba. alone. I'm so World 3? lost without you. No, 2. World 2. Try. Okay, Alright, Sky, figure out how to get out of here. go for it, buddy. Let me see. Oh. Big. This is gonna be big stream content right here. Big. Okay, so wait. Is it like in between? Perfectly in between? No, it's death. It's death. You die right there. Hold on. Yeah, right there. Right, that's it. Oh, I didn't join in time, so I'm stuck in the baby world. Oh, yeah, it's good. You can't join in. Okay, not that way. Okay, guys, it's not over there. It's not over there. Oh, okay, not over there, Okay, not over there. it's not Alright, over got there. it, got it. Okay, it's not over there. Maybe Well, it's there's that like 2 more ways to try. Maybe it's that way. Hold on. Oh, no. Okay, huge. Okay, I failed again. Let me see. It's right here. I think it's right here. Mhm. Oh! I mean, there were no spikes, so maybe. Oh, let's go. Okay. Where do we go now? I don't know. Go ahead. Keep going. Do Go we- ahead. Do we need Keep to? going. Go ahead. I'm gonna touch the water. Go on. Go ahead. Oh! Don't touch the water. Go ahead. The Oh water. no! You got this! No! Fight the tide! Dragon! Fight the. Oh no! Alright, you want to see the way that we gotta go? Oh! Oh, I missed it. Oh! No! Don't push me in! Ah! So you gotta go here. Dude, I lost my then- life. Not there. It's there, but not there. Oh, I see. I don't. Dude, I can't even nail that